Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on vous partage le guide anti-dégâts. Vous connaissez cette situation quand il y a un tout petit problème et qu'au final, ça devient une montagne. La gestion des émotions en situation de crise, c'est tout un apprentissage et aujourd'hui, je reçois Cato Charlot, ancien membre du RAID et du renseignement antiterroriste. Cato vient nous partager ses meilleures méthodes pour interagir en temps de crise. Cato, bienvenue dans l'épisode. Merci Caroline pour l'invitation. Cato, tu étais anciennement policier, tu t'es reconverti. Tu es consultant maintenant chez ADN Group, formateur, conférencier. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a une statistique qui dit qu'en temps de crise, on doit réagir dans les 48 heures. C'est quoi pour toi, quand une crise survient, le premier réflexe à adopter? Surfez sur la tendance du marketing d'influence. Chez 18h08, ils concoctent des stratégies uniques et sur mesure, adaptées à chaque phase de votre parcours. Que vous cherchiez à booster votre notoriété ou à doper vos conversions, ils maîtrisent tout de A à Z. 18h08, c'est la seule agence d'influence en France à proposer des budgets adaptés, quels que soient vos objectifs. Ils sont également spécialisés dans les marques émergentes qui veulent faire une entrée remarquée sur le marché. Alors rendez-vous vite sur 18h08.fr/marketing square x 18h08 ou cliquez sur le lien dans la description pour regarder ce qu'on vous a préparé. C'est la conscientisation de la crise. S'assurer que la personne qui décide de déclencher la cellule de crise ne soit pas embrasée par ses émotions, par un biais cognitif. Et donc, il faut avoir des process ou des protocoles de déclenchement de cellules de crise qui soient assez robustes. Comment est-ce qu'on peut définir la crise, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel? C'est un événement impactant ou pas, et puis une part d'incertitude importante. Il y aura une notion d'innovation, d'audace. Donc il y a vraiment ces paramètres d'incertitude, d'enjeux vitaux. Parfois, il y a tout simplement un réel enjeu vital, des gens qui peuvent décéder, et parfois il y a un risque de fermeture d'une filiale, de fermeture d'un site de production, d'extinction de la marque. Et à ce moment-là, on peut évidemment parler de crise. C'est quoi les crises les plus difficiles que tu as eu à gérer dans ta vie? J'ai été exposé à des situations qui se sont embrasées, on va dire, dans la police, avec des morts. On a perdu des otages, parfois des forcenés. Mais finalement, et assez égoïstement, ce ne sont pas les crises qui m'ont le plus impacté. Pour moi, la crise la plus compliquée que j'ai eu à gérer, c'était l'accompagnement de la maladie dans mon premier cercle perso. Comment est-ce que toi, tu adresses le sujet des émotions? Il y a un sujet qui vient nous déstabiliser, un bouleversement. Comment est-ce qu'on peut se prémunir du pire et éviter de réagir à chaud? Allez rédiger un mail quand vous êtes vraiment en colère, vous l'envoyez pas, vous le relisez le lendemain et vous voyez le delta qualitativement parlant. Et puis aussi, d'un point de vue managérial, pendant très longtemps, on a essayé d'être des animaux à sang-froid en termes de leadership. Un bon leader, homme ou femme, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'émotion, qui laissait tout ce qui se passait à la maison. Le projet que je porte, et ceux avec qui je travaille, c'est de dire, apprenons à réguler nos émotions, apprenons à avoir conscience de nos émotions, à la conscience de soi, première compétence clé en matière d'intelligence émotionnelle. Et puis après, apprenons à mettre nos émotions au service de la mission. Si jamais je réalise que l'émotion ne correspond pas, je vais surtout pas essayer de la dissimuler, ça ne marchera pas, mais je vais essayer de la réguler ou de générer l'émotion dont j'ai besoin. Et tu parles de conscience de soi, c'est ce qu'il y a de plus difficile, on a tellement peu de recul par rapport à l'image qu'on dégage. Comment est-ce que tu travailles la conscience de toi-même? Quand je sens que mon corps commence à réagir à une situation, ce sont les mécanismes du stress, je m'applique un petit rétrofrénage. Je vais utiliser le questionnement pour soit garder un peu de temps, redescendre un peu au niveau de pression et regagner un peu de finesse d'analyse. Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là comme grande question? Vous allez cadrer la question. Attends, quand tu me dis ça, tu parles du dernier trimestre ou des 3 dernières semaines? Tu as peut-être très bien compris la question, mais cette question de cadrage, elle va te permettre juste de te remobiliser, de faire redescendre, peut-être d'écrire quelque chose, d'évacuer quelque chose, pour après revenir à un questionnement plus pertinent, à savoir des questions ouvertes qui vont permettre de choper le fond du propos de ton interlocuteur, mais aussi la forme, l'émotion, pour avoir l'intégralité du message. D'ailleurs, à ce propos, je voulais te partager une anecdote. C'est un ami qui m'a raconté que sa copine faisait un truc extraordinaire en cas de conflit. Dans un moment où elle sent qu'il y a un sarcasme qui est lâché. En fait, elle lui dit, tu sais quoi? Laisse-moi 5 minutes. Elle s'impose la loi du silence et en fait, pendant 5 minutes, elle lui demande à être seule. Et au bout des 5 minutes, elle revient vers lui et elle lui dit, écoute, je pense que j'ai vraiment raison parce que voilà, tel point, tel point, tel point. Ou alors elle lui dit, j'ai tort. Ou alors elle lui dit, je ressens ça, et j'ai raison de ressentir ça, mais c'est mon problème. Elle peut être confrontée, malheureusement, à des contraintes d'organisation. Vous imaginez un dirigeant qui est en réunion CSE, avec 15 points à l'ordre du jour, et à chaque fois qu'il est un peu bousculé, il adresse 5 minutes de pause. Vous avez compris que, en termes de posture, ça va poser problème. Mais en tout cas, si elle arrive à utiliser cette technique-là, c'est déjà une très bonne chose. C'est-à-dire qu'elle a la conscience que son embrasement émotionnel risque d'être contre-productif.
Après, si je devais lui partager un conseil supplémentaire, je lui dirais que plutôt que d'établir assez rapidement le « j'ai raison » ou « tu as tort », il faut essayer de comprendre pourquoi l'autre n'est pas d'accord. Et ça change tout en termes de mindset. La compréhension de l'autre. Si vous voulez avoir une écoute qualitative, essayez d'écouter l'autre avec une volonté de le comprendre qui soit supérieure à celle de le convaincre. Si là, tu nous parles de ce dirigeant qui a 15 points à aborder, qui est observé par tout le monde, comment est-ce que du coup, on peut se donner le temps de réfléchir? Moi, je suis très attaché au phénomène de meute. On a beau être le leader d'une équipe, il ne revient pas au leader de conceptualiser la solution à chaque fois. Il revient au leader, idéalement, de faire émerger la solution. Pour bien décider et pour, en même temps, optimiser sa réflexion, déjà, il faut questionner. Et quand vous questionnez, et vous gagnez du temps, et vous nourrissez votre réflexion. Et puis ensuite, vous allez arbitrer, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs hypothèses, et là, à ce moment-là, vous déciderez. Et là, le leader devra dire, OK, du coup, on fait comme ça. Et j'assume seule la décision prise. Est-ce qu'il y a une partie où ça peut aider de faire du théâtre? On dit toujours qu'il faut gérer la crise de façon authentique pour éviter l'effet boomerang. À quel point on peut être transparent, particulièrement en tant que leader? Si on s'adresse à un jeune dirigeant d'une start-up qui vient juste de staffer une équipe et qui plus est à staffer une équipe de seniors pour de la supply ou autre, à un moment donné, je dis pas qu'on va être dans le rôle de composition, mais on va essayer peut-être de limiter certaines parties de notre personnalité pour essayer de rassurer, pour pas déstabiliser ou parfois pour muscler un peu la posture face à un poste quinca qui va vous faire la leçon alors que c'est vous le proprio de la boîte. Il y a ce jeu de bouger ce curseur et finalement d'être le plus près possible de ce que l'on est vraiment dans la vie. Comment on se forme à ça? Si on devait garder qu'une seule chose, faire l'éponge, que ce soit en lisant pour certains, que ce soit en regardant des podcasts, en écoutant des conférenciers, il ne faut pas qu'on reste fermé sur soi. C'est le pire des dangers. C'est drôle que tu utilises la métaphore de l'éponge. Moi, je fais beaucoup d'hypnose conversationnelle. Je vous mettrai dans la newsletter ce que c'est que l'hypnose conversationnelle et je vous raconterai un petit peu. J'ai un gros problème avec la gestion de mes émotions, c'est que au-delà de sentir les émotions des autres, je les absorbe. Toi, à la fin de ta journée, par exemple, quand tu gères une crise, et on le vit tous, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la crise, c'est un peu le moment où on doit pousser la porte de chez nous. Comment est-ce que tu crées ce bouclier magique? Il faut être empathique pour identifier les émotions sans être totalement contaminé. Et puis parfois, quand j'interviens en gestion de crise et que je suis face à un drame, un décès sur un site de production, je me retranche derrière le process, la procédure, et à un moment donné, même en étant particulièrement formé, je finis par être triste pour la personne, et à ce moment-là, entre chaque entretien, je me détoxe. Je prends 5 minutes, je respire, je me détends, je ventile, et je me plonge dans une imagerie de détente. Et après, je conduis l'entretien suivant. Faut pas hésiter à s'accorder des sas. Chacun a ses routines, mais il faut impérativement, encore une fois, s'accorder ces petits breaks, ces petites phases, et pas attendre les congés annuels d'été pour commencer à respirer. C'est une vraie question quand on est leader de comment est-ce que, justement, on place le curseur. Je te donne un exemple tout bête. Mes parents ont une maison de vacances à Biscarrosse. Un jour, on entend un cri. Je regarde au niveau de la route et il y a un chien qui vient de se faire écraser. Du coup, on se précipite tous pour aller voir le propriétaire. Lui était complètement chamboulé. Et moi, j'étais complètement dans la panique. Mais dans un moment où j'aurais dû être dans la posture de celui qui rassure, j'ai quelque part amplifié et propagé la sensation de panique et le chaos. Chez les leaders, c'est très difficile d'être à la fois un leader empathique qui est dans la réception de ce que ressentent les autres et en même temps, la vulnérabilité chez les dirigeants, c'est très difficile à faire accepter. Le dirigeant se dit toujours, mais moi, je peux pas devant mon équipe mettre un genou à terre, je peux pas devant mon équipe montrer mes sentiments. Comment est-ce qu'on montre ou pas sa vulnérabilité? Où est-ce qu'on place le curseur? On peut avoir des doutes, on peut les partager, notamment dans une phase de brainstorming. Mais à un moment donné, il faut en termes de posture dire, voilà, ce qui va nous sauver, c'est l'engagement et l'action. Ce que tu décris sur le chien, si je devais t'accompagner sur ce sujet-là, je te dirais, voilà, qu'est-ce que tu en fais de cette expérience? Au lieu de te dire, moi, c'est pas possible, quand ça arrive, je peux pas, c'est de se dire, en termes de débriefing, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Formaliser un message de secours, quels éléments de langage j'aurais pu avoir, et donc faire en sorte que cet incident que tu as vécu avec le chien te transforme en une version optimisée de toi-même. C'est-à-dire que comme tu l'as bien débriefé, tu es quasiment certaine que si ça se reproduit, tu ferais beaucoup mieux. Et il faut que tu fasses de cette hyper-empathie, on va dire, une force, tout simplement. Et un jour, tu me diras, j'en suis certain, cette empathie-là, elle me sert à mettre à l'aise les personnes à l'occasion d'interviews, comme là, tu vois, et c'est probablement parce que tu es empathique. C'est quoi la vérité la plus sous-estimée dans ton métier? Parfois, on pense pour plein de raisons qu'il faut qu'on décide seul. Et ça, c'est tellement dommage. J'aimerais beaucoup qu'on se dise aujourd'hui, dans nos vies perso, dans nos vies pro, l'entité minimum, c'est le binôme. Il faut absolument qu'on challenge son analyse. J'adore ce que tu dis et ça me permet de citer Clotilde Dussoulier. Elle a mis au point une méthode anti-crise que j'applique beaucoup dans la com de crise. La première chose, elle dit en fait, il faut revenir sur les faits pour déterminer sa conduite à très court terme. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Donc les faits vont déterminer ta réaction à très court terme. Qu'est-ce que je fais pour y répondre? Vous pouvez écrire, ça va beaucoup vous aider justement à prendre du recul.
La deuxième étape, du coup, elle dit, on va être plutôt dans l'évaluation. On est dans l'évaluation des probabilités pour déterminer sa conduite à court terme et à moyen terme. C'est qu'est-ce qui va probablement se passer. Et la troisième étape, c'est plutôt la réaction, du coup, à moyen ou long terme. On est dans les possibilités. Et là, elle nous met au défi d'évaluer à la fois les possibilités négatives, forcément. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et elle dit, en fait, le cerveau est très à l'aise avec le scénario du pire. Oui, bien sûr. Mais il va falloir aussi vous mettre en commun pour trouver qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux. Et en fait, le fait de dresser ce tunnel de gestion de crise aide beaucoup à la fois des marques, des individus, dans votre vie perso ou pro, à en fait remettre sur le papier qu'est-ce qui s'est passé concrètement et éviter de partir aussi dans tous les sens et de créer une avalanche à partir d'une boule de neige, quoi. Objectiver, consolider l'information, traiter l'information dans un grand groupe. Lorsqu'il y a une crise, on a des on-dit, on a des infos terrain, on a des infos médias, on a des tweets. Donc, objectiver les faits. Ça, c'est une très belle étape. Deuxième étape, j'aime beaucoup se mettre en action. Ça veut dire rapidement, peut-être brainstormer rapidement et puis faire émerger ce qu'on appelle des risques et des opportunités. Et puis derrière, ce qui est important, c'est on va essayer d'élaborer des plans d'action. En même temps qu'on va mettre en œuvre le plan d'action, commencer à se préparer à l'ajustement du plan d'action. Dans la crise, il y a toujours une notion d'ajustement permanent. Les informations évoluent, parfois même se contredisent, donc on doit ajuster en permanence. Comment est-ce qu'on fait pour éviter le bruit d'un signal très clair, finalement, avoir plein de sons de cloche différents et finir par être peut-être encore plus confus qu'au début? Il y a des étapes où on traite l'information, il y a des étapes où on laisse libre cours au brainstorming, on phosphore, on évalue et on anticipe les choses. Et puis il y a des étapes où clairement, là, il faut qu'on mette en œuvre un plan d'action. Donc là, il faut une certaine discipline. Donc il y a ce qu'on appelle une cinétique de crise à avoir, et c'est bien souvent l'entraînement qui va nous aider à faire ça. Le gros piège d'avoir trop de parties prenantes, c'est évidemment qu'une petite brindille ne crée une montagne. Je donne un exemple sur les réseaux sociaux d'une problématique qu'on a souvent, c'est quand il y a une attaque, qu'elle soit justifiée ou pas, le fait de prendre la parole, nous, sur ce sujet, on se dit finalement, on va lui donner potentiellement plus d'ampleur. Et ça, c'est un vrai piège dans la réputation. On ne sait jamais comment se positionner. Comment est-ce que toi, tu accompagnes les entreprises? Communiqué de presse, pas communiqué de presse? Je vous prends l'exemple d'un groupe agroalimentaire pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui a été impacté par, malheureusement, un décès sur un site de production. Très rapidement, il y a eu des haters qui ont commencé à dire « Ouais, mais c'est normal, vu les cadences, etc. » Ils ont mis en tension et c'est pour ça que cette jeune femme, elle est décédée en déchargeant des denrées alimentaires. Vu le réel management bienveillant de la présidence, on s'était dit, il y a de grandes chances que ce soit les salariés eux-mêmes dans la communauté qui réagissent. Et vous l'imaginez, entre une communication top-down d'une direction face dans les réseaux sociaux et une communication des salariés qui font le même métier que cette jeune femme et qui se disent et qui annoncent, pas du tout, on a de très bonnes conditions, on a des bons véhicules, etc. Et finalement, malheureusement, il est arrivé ça, donc arrêtez de critiquer le groupe. Vous ne travaillez pas dedans, etc., ça a beaucoup plus d'impact. Donc le choix stratégique a été fait de choisir de ne pas communiquer parce que, vu la connaissance qu'on avait en interne, on s'était dit, les employés le feront pour nous. Et ça a été un très bon choix. Et dans la prévention de la crise, justement, on n'en a pas parlé, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer sa réputation? Je pense notamment à la BNP. BNP forme des porte-paroles qui sont disponibles, aguerris et formés en situation de crise. Eux, ils ont pris le parti de dire, en fait, on est tellement gros qu'il y aura toujours quelqu'un chez nous qui fait mal. Donc, comment est-ce qu'on va former des porte-paroles pour avoir la stratégie Avengers dont tu parles, où toi, tu as dit, on a attendu finalement que ça vienne des pairs. Faire réagir les pairs, c'est un réflexe très sain. Et former des ambassadeurs aussi. On voit que ça arrive de plus en plus dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? L'idée, c'est aussi de choisir des gens qui ont des skills et qui leur permettent d'être à l'aise sur différents canaux de communication. Et évidemment, vous n'allez pas choisir les mêmes personnes pour faire une petite com très, très punchy sur les réseaux, puis les personnes qui vont faire un 20h sur un plateau télé TF1. Et puis encore une fois, il faut aussi ne pas oublier la communication interne dans la boîte. Parce que si vous ne communiquez pas en interne, vous alimentez les rumeurs, les ragots, les contre-vérités, et la nature détestant le vide, si vous ne communiquez pas, les autres le feront à votre place, même dans votre organisation. Est-ce que tu trouves que le communiqué de presse est encore une bonne idée ou pas? Parce que justement, les entreprises vont être souvent impulsées par des gens comme moi qui vont leur dire, en fait, aujourd'hui, le communiqué de presse, je sais pas si les gens le lisent encore vraiment. Prenez plutôt la parole avec vulnérabilité sur les réseaux sociaux. J'encourage aussi beaucoup les gens à faire des lives, puisque finalement, je me mets devant vous, je réponds à vos questions en direct, sans phare, sans filtre. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, dans les véhicules de communication? Est-ce que tu conseilles aussi tes clients là-dessus? On pourrait très bien faire le choix de faire des communiqués de presse qui vont s'adresser à une certaine typologie de partenaires, de clients, de fournisseurs, etc. Donc là, c'est quelque chose de très structuré, d'un peu formel. Mais en même temps, on pourrait aussi déployer une communication plus terrain, plus opérationnelle. On n'est pas obligé de faire le choix
mais j'aime bien qu'on puisse déployer un arsenal de communication. Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer en interne? Au sein d'une cellule de crise, quand on est bien formé, on a des attributions de rôle. On a des animateurs ou des animatrices de crise, on a des push décisions et on a un directeur ou une directrice de crise. Il faut ramener de la discipline. Il y a un temps pour brainstormer, il y a un temps pour élaborer des pistes de réflexion et puis après, il y a un temps où il faut décider. Tout le monde peut faire des propositions, c'est ce qu'on attend d'une cellule de crise, mais à un moment donné, il n'y a qu'une seule personne qui décide. Il n'y a pas de place pour la démocratie en cellule de crise. Ouais. C'est une excellente transition. Pas de place pour la démocratie. Par contre, maintenant, on va vouloir entendre tes vérités. C'est l'heure des questions ping-pong. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, écoute, je peux pas vendre de l'agilité sans l'appliquer, donc je vais faire mon maximum pour répondre de façon pertinente. Alors, les questions ping-pong, ce sont des questions pas préparées. On va voir comment ils se débrouillent dans des situations de crise. Un client important annule une grosse commande à la dernière minute. Ça met en danger considérablement ta trésorerie. Comment tu réagis? Première réaction, déjà, j'essaie d'objectiver les choses. Est-ce que c'est une annulation définitive? Et puis moi, comme je suis quand même quelqu'un de très déterminé, on va quand même tenter une négociation. On négocie, quoi qu'il arrive. Et ce serait tellement dommage de ne pas pouvoir infléchir cette décision-là. Et après, si malheureusement, il n'y a aucune place pour la négociation, très rapidement, on voit qu'est-ce qu'on a comme backup. La négo, toi, tes téléphones, tes emails, tu restes sur le canal choisi par l'interlocuteur, c'est quoi? Bien sûr, c'est en fonction de la culture d'entreprise, en fonction du secteur d'activité, Ouais. vous allez avoir des canaux privilégiés. Il y a certains secteurs où la négo, ça va être de vite se déplacer et d'aller directement chez le client. Ah. Et voilà, ça peut être ça. Et puis après, sinon, ça peut être des canaux plus classiques en distanciel. Mais en tout cas, une annulation, on considère que c'est pas forcément définitif, on va entamer une négociation. Comment faire si un concurrent te copie et commence à vendre exactement le même produit, service que le tien? Voilà, couteau dans le dos. Comment Alors, est-ce que tu réagis à chaud? Ça tombe très bien, ADN Group, on est On largement vient de me copié. plagier hier. On se rassure, en fait, c'est les bons qui sont copiés. Si vous êtes mauvais, vous n'êtes pas copié. Ça nous pousse à tout le temps ne pas rester dans notre zone de confort. Ça nous pousse à innover, à être audacieux, à inventer. Ça nous met une petite pression positive, donc aucun problème. Comment faire si une mauvaise critique ou un avis négatif devient viral sur les réseaux sociaux et impacte du coup ADN Group ou même ta marque personnelle? Si effectivement, ça correspond à une réalité, là, on va jouer la carte de la transparence et quelque part même de remercier cette propagation et de dire, écoutez, peut-être que sans vous, on serait passé à côté de cette problématique. On a évidemment très souvent des critiques qui vont vraiment nous faire avancer. Et puis même les critiques négatives, il faut essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait motiver? Est-ce qu'on dérange, etc. Et ça nous pousse encore une fois à brainstormer, donc à s'améliorer. Est-ce que tu as vu le documentaire Kaizen? Bien évidemment, j'ai vu ce documentaire. Je trouvais que ce jeune garçon, il véhiculait un message hyper positif. Ne soyez pas votre propre facteur limitant. Je suis très rompu aux activités à risque. Je peux vous assurer que, avant de me mettre sur une cordée en haut de l'Everest, je suis papa, marié avec des enfants, je vais réfléchir un petit peu. Il y a un moment qui m'a vraiment marqué dans les 2h30 de documentaire, quand il dit « Merci ». À tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Vraiment, j'ai trouvé qu'en termes de message, le fait de dire en fait à tous ces gens qui sont exposés à la colère, la méchanceté, la haine en ligne, de dire en fait merci. C'est un moteur aussi pour moi d'avoir tout le temps quelqu'un qui doute de moi. J'ai trouvé ça génial et ça me faisait penser du coup à ce que tu disais sur les avis négatifs. Faut qu'on arrive à se conditionner comme ça. Ce jeune homme d'à peine 22 ans, quand il arrive en haut de l'Everest et qu'il est en larmes, je peux vous assurer qu'en termes de lecture comportementale, la première chose qu'il dit, c'est un merci. Et il dit pas la première chose qu'il dit, j'ai réussi, je suis une machine de guerre, etc. Non, il remercie. Il remercie ses Sherpas, il remercie son binôme alpiniste. Et ça, c'est révélateur. C'est révélateur qu'il a un niveau de maturité aujourd'hui qui lui permet de comprendre, encore une fois, que seul, il est rien. Et qui s'intègre dans une équipe. Et ça, encore une fois, c'est un message qui est hyper positif pour les jeunes générations. Et ça, on le voit dans les tests de sélection du RAID. Vous avez des gens qui prennent plus de plaisir dans la réussite individuelle que dans la réussite collective. Donc, encore une fois, respect infini pour ce jeune garçon. Imaginons qu'un collaborateur te lâche en pleine mission. Tu te retrouves tout seul pour terminer le projet. Est-ce que je vais caster quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Est-ce que je vais récupérer une autre personne dans la team? Et puis après, débriefing derrière. Et je vais essayer de comprendre les raisons pour lesquelles je me suis fait lâcher. Ce binôme parti sur une gestion de crise doit s'extraire de la mission parce qu'il a un enfant malade ou il a une femme qui a eu des nouvelles inquiétantes. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de conséquences. Si maintenant, il y a eu un refus de saut, on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis peut-être qu'on va aussi se dire qu'on a fait une erreur de casting. Mais pour le coup, j'adore ce que tu dis parce que tu remets la responsabilité. Et parfois, c'est un angle qu'on voit pas du tout, surtout quand on est chamboulé émotionnellement. Tu te fais lâcher par ton pote, ton collaborateur. Et toi, tu dis tout de suite, est-ce que j'ai pas fait une erreur de casting? On n'est tellement pas élevé là-dedans, on est tellement poussé à l'individualisme, en fait. Un truc tout bête, mais mon mec le sait, dès que je perds un truc, je dis, ah, mais où est-ce qu'il est? Mais est-ce qu'on me l'a pas pris? Et alors, il me dit, mais non, on te l'a pas pris, Caro.
Tu perds toutes tes affaires. Souvent, on a un besoin de trouver des responsables. Dans la fonction publique, c'est encore pire. On a ce biais, mais complètement aberrant, de se dire il faut absolument qu'on trouve des responsables pour les sanctionner et ainsi on va régler la problématique. Moi, je suis plus d'avis, pour avoir été exposé à des événements dramatiques où on a perdu parfois des personnes, physiquement parlant, de me dire une crise, c'est toujours une chaîne de causalité. Et dans la chaîne de causalité, quelle était, moi, ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire sans me flageller? Mais je veux être sûr que j'étais au maximum de ce que je pouvais déployer. Parfois, c'est le cas, réellement. Et parfois, malheureusement, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Sur la partie trouver un coupable, tu as dit un truc qui m'a beaucoup marqué avant notre entrevue. Tu me racontais une crise qui avait débuté à cause d'un email malheureusement envoyé à la mauvaise personne qui dévoilait des informations très confidentielles. Il y a un préjudice improbable pour l'entreprise. C'est, tu m'as dit, des dizaines de millions d'euros de pertes. Et tu disais, j'imagine que ce collaborateur qui a envoyé l'email, ça aurait pu être nous, va être sanctionné, licencié. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et si je devais partager ce que j'ai essayé de m'appliquer tout au long de ma carrière d'officier, c'est de ne jamais sanctionner une erreur commise par une personne qui avait l'intention de bien faire. Et par exemple, ce collaborateur, et je n'ai pas les détails, est-ce qu'à un moment donné, il était tellement investi dans la préparation des négociations très tendues à venir? Est-ce qu'il était même sous-staffé, donc débordé? Est-ce qu'à un moment donné, voulant bien faire, il a fait trop vite et il a envoyé ça. Alors évidemment, je dis pas qu'il faudra pas le recadrer, je dis pas qu'il faudra pas peut-être même le former, j'en sais rien, à son outil digitalisé. Et puis ensuite, ça aura valeur d'exemple en termes de sentiment d'appartenance. Même s'il y a des préjudices énormes, on a décidé de communiquer, d'en parler, nous, l'organisation, de se remettre en question et puis finalement de faire grandir le groupe. Voilà, le plus important quand il y a une erreur, c'est de faire grandir l'entité qui a commis l'erreur. Ta plateforme d'hébergement ou ton site web tombe en panne le jour de ta grosse émission sur TF1, une émission qui porte ton nom, tu dis ça y est, mon activité va exploser, et puis le truc, erreur réseau. Tu dois gérer ça dans la seconde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui touche aux réseaux sociaux, je suis l'homme de Cro-Magnon. Donc moi, je staffe. Encore une fois, je vais voir en ressources internes qui peut m'apporter des pistes de solutions. Puis aussi, pourquoi pas faire appel à de la ressource externe. Si on fait le parallèle avec la gestion de crise, quand à un moment donné, on ne sait pas surveiller des réseaux sociaux, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a des gens qui le font très bien. Donc arrêtons d'essayer de faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Allons staffer des gens dont c'est le cœur de métier, quoi. Comment faire si le nom de ton entreprise est lié à un scandale et sans que tu sois responsable? Est-ce que tu te désengages? Est-ce que tu restes justement dans cette posture du collectif? Surtout pas de décharge de responsabilité, c'est ce qu'il y a de pire. Okay. Donc il faut toujours aller chercher, encore une fois, la part aussi infime soit-elle de notre responsabilité. Écoutez, si ce collaborateur-là a eu des propos racistes, par exemple, à l'occasion d'un entretien, eh bien ce comportement-là est inadmissible. Et s'il s'avère, dans un temps très court, rassurez-vous, que ces faits sont objectivés, on prendra des mesures immédiates. C'est quoi? Une enquête interne. On va avoir, rassurez-vous, très rapidement les résultats et on va mettre en place des mesures correctives immédiatement. Comment faire si un client t'accuse à tort? Quand une personne commence à vous atteindre en termes de réputation, en balançant des fake news, etc., pas de surréaction. On va essayer de comprendre pourquoi elle fait ça. Et de toute façon, encore une fois, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Par contre, en fonction de l'impact et de l'onde de choc, il y aura un sujet très rapide à bien identifier les canaux de communication qu'on va utiliser pour faire preuve de transparence. On proposera peut-être d'inviter une personne, si elle est particulièrement influente et toxique, à, entre guillemets, une confrontation devant un réseau social pour qu'elle puisse assumer ses propos. Et ça peut créer un peu la culture du spectacle un peu malsaine aussi, non? Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut remettre ça dans un contexte, il faut remettre ça dans une culture d'entreprise. Mais je dis bien, ça pourrait faire partie de l'arsenal de communication à disposition. Hier, j'ai reçu un prix littéraire pour mon livre From Zero to Hero. Donc j'étais trop contente. Ouais. Je rentre à la maison. Et là, je reçois un email. Tu sais, j'envoie des emails pour proposer des collaborations. Particulièrement à des boîtes qui font du marketing pour faire connaître leurs outils, leurs produits, leurs services. Et là, je reçois ce message, je vous le mets à l'écran. En gros, le mec disait « Non merci, pas besoin de collaborer avec quelqu'un qui dit des banalités devant un prompteur. » Ok. Donc, méchanceté ultra gratuite. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que du coup, on a commencé à se monter la tête avec mon cofondateur, à dire « Attends, pour qui il se prend ?» Effectivement, on regarde ce qu'ils font. Ils font du marketing aussi. Est-ce que du coup, on va prévenir la boîte que le collaborateur, il fait des grosses sorties de route, que on les affiche sur les réseaux sociaux? Tu vois, il y a le monde des possibles. Bien sûr. Si ça se noie et c'est une goutte d'eau sur le flot de gens qui te suivent, mais qu'est-ce que tu vas donner comme résonance? Il y a de grandes chances que ce soit un frustré, soit ce soit un pervers, à savoir qu'il prenne un certain plaisir. Donc si toi tu lui réponds et tu montres que tu es un peu en colère, tu le nourris quelque part. Et donc finalement... Spécialité, nourrir les pervers. Voilà, nourrir les pervers. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va le laisser seul. Puis s'il réagit comme ça, c'est que quelque part, il doit être un peu en souffrance, ce garçon. Donc toi, tu dis rien? Est-ce que vraiment aujourd'hui, tu as de l'énergie à gaspiller avec un type qui te balance ça? Je suis pas sûr. Ouais, et puis, il faut le dire aussi, le problème du cerveau, c'est qu'il retient que le négatif. Et on le voit beaucoup, justement, dans tout ce qu'on reçoit en ligne en masse. Si on a 90 commentaires positifs et qu'il y en a un
qui est vilain, forcément, on va retenir le vilain et il faut essayer de lutter contre ça. Bienvenue dans la préparation mentale. Ouais. À un moment donné, contraindre ton cerveau aussi, eh bien, à être en pleine conscience des compliments. Avant, j'avais du mal à accueillir ces remerciements parce que j'avais parfois un petit syndrome de l'imposteur quand j'ai fait ma bascule en privé. Aujourd'hui, je les accueille, je m'en nourris et je me dis ça, c'est du pain béni parce que je vais en avoir besoin plus tard. Notamment quand je ferai un renforcement positif. Allez, explique-nous pour finir l'épisode, c'est quoi le renforcement positif? Est-ce que c'est la boîte à compliments que tu réouvres quand ça va pas? Alors, le renforcement positif, c'est quand tu as objectivé le fait que tu as été performant sur une compétition, sur une présentation, sur un événement où tu t'es bien préparé. Quand tu l'as objectivé, c'est-à-dire que non seulement tu es satisfait, mais en plus on te l'a dit, donc tu as réussi à l'objectiver, eh bien tu l'ancres parce que plus tard, quand tu vas être confronté au même type de situation, avec un fort enjeu, bien là, pour chasser le doute, tu fermeras les yeux, tu vas ventiler et tu vas te replonger, par exemple, dans la dernière conférence qui s'est bien passée. Et une fois que tu fais ça, tu leurres ton cerveau et tu chasses le doute immédiatement. J'ai fait ça en auto-hypnose avec une photo. Il te demande en fait de te conditionner sur un souvenir qui t'apporte beaucoup de paix. Moi, c'est une photo de ma maman que j'ai vue une seule fois quand j'étais petite. À chaque fois que j'ai un moment un petit peu difficile à passer, je me remémore cette donc post-séance d'hypnose qu'il faut vraiment bien travailler. Mais ça m'a fait penser à ça et ça marche extrêmement bien, tout comme la respiration ventrale sur moi marche très bien. C'était incroyable cet épisode. Merci Kato pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver parce qu'on a bien compris que tu étais injoignable sur les réseaux sociaux, sauf peut-être sur un seul. Ouais, sur LinkedIn uniquement. Et puis sur la plateforme d'ADN Group, bien évidemment. Il a fait des recherches sur toi, c'est bon. La sentence est tombée. On t'a quand même trouvé un compte TikTok qui s'appelle Kato les bons tuyaux. Tu nous as... Non, je plaisante, c'était une blague. C'était une blague pour finir l'épisode. On mettra tous tes vrais liens sous les ressources de l'épisode. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont aussi partagé leur avis dans les commentaires. Ça nous aide beaucoup à faire connaître les épisodes, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Merci Kato et à bientôt. Merci beaucoup. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.